Es un honor y un placer para mí el darles la bienvenida en el Museo del Prado para una jornada importante. La Cátedra del Prado, que ya lleva 12 años funcionando, empieza hoy la 22ª edición y lo hace con un tema que tienen ustedes aquí en el verso, un tema fascinante para los que nos gusta el arte. Y tenemos también con nosotros seguramente la mejor persona que podíamos tener para que nos hablara de ello. La profesora de la Universidad de Berlín, que está aquí con nosotros, maravillosa persona. Y sin más, le doy la palabra a quien es la persona, la institución que ayuda económicamente a financiar la Cátedra del Prado. Pues sin más, Raimundo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Como vicepresidente de la Fundación Notariado y del Consejo General de Notariado, agradezco a todos ustedes su asistencia a este acto de presentación de la Cátedra del Prado 2024. La 12ª Cátedra del Museo del Prado lleva por título La recuperación del patrimonio saqueado, 1815, el desmantelamiento del Louvre y el renacimiento de los museos en Europa. Temática en la que Bénédicte Savoy es una auténtica experta a nivel mundial, por no hablar de su especialización en la recuperación de los expolios del arte africano. La temática de candente actualidad nos obliga a retrotraer la vista a los años finales del siglo XVIII y a los principios del XIX, en una Europa aún absorta por los acontecimientos de la Revolución Francesa y con un protagonista indiscutible como Napoleón, primero cónsul y luego emperador. No tengo duda que las 4 sesiones de esta cátedra contribuirán a ordenar un debate, a revivir el movimiento europeo que en 1815 se produjo en pro de la restitución de los bienes desplazados y a analizar, más allá de la restitución material, la argumentación jurídica y moral que debe presidir el debate. Y como reza el título de la última de las conferencias, determinar cuáles deben ser los caminos de reconexión, analizando cuál debe ser la reubicación de los bienes una vez restituidos a sus países de origen. Y si de este periodo histórico hablamos, del paso del antiguo al nuevo régimen, me permitirán que desvíe la mirada al notariado, pues justo es en esa época la Asamblea Nacional Francesa aprueba la llamada Ley Ventoso, así llamada por ser aprobado el 25 de Ventoise del 11º año de la República, lo que en calendario gregoriano equivale al 16 de marzo de 1803. Una ley que es una auténtica primicia y una fuente inspiradora de otras legislaciones, la cual fijó los principios del notariado moderno, como un funcionario público, encargado exclusivo de la fe pública extrajudicial, con competencia en un territorio demarcado, con la obligatoriedad de prestar su función como custodio de las minutas o protocolos. Dicha ley es la base del notariado latino, como se conoce actualmente, y sirvió de fundamento a nuestra ley, la de 1862, hoy en vigor. Tal fue su impronta y su perfecta regulación que hoy, 162 años después, sigue en vigor y regula nuestra función. Sirva esta breve referencia para contextualizar el periodo que se analiza y loar un trozo de la historia que tras los años de terror que siguieron al asalto a las Tullerías fue enormemente fecundo en la organización del nuevo régimen, con entera participación de la intelectualidad del momento, impregnada de esos aires de libertad, igualdad y fraternidad, entre cuyos frutos está tanto la ordenación del notariado como elemento vertebrador en respuesta a las demandas sociales de seguridad, legalidad y autenticidad, como de la conciencia de la restitución de lo ajeno y la reposición de los bienes culturales a sus lugares de origen, como a buen seguro la doctora Savoy desarrollará en las 4 ponencias de esta cátedra. No me largo más. Reciban de nuestra parte nuestro profundo agradecimiento por permitirnos desarrollar la iniciativa solidaria que supone esta cátedra, a través de la cual damos cumplimiento a uno de nuestros objetivos y por ende de nuestra fundación, nuestro compromiso con la ciudadanía
y con el estudio y la divulgación del arte y la cultura. Muchas gracias. Javier Arnaldo, presidente del Centro de Estudios, director del Centro de Estudios del Museo del Prado. Muchas gracias, presidente, por concederme la palabra, y gracias infinitas a don Raimundo Fortuny como portavoz de la Fundación Notariado, cuya ayuda hace posible un año más la celebración de la Cátedra del Prado, por la que compartimos el mismo afecto y la misma consideración. Y esto nos une de una forma muy hermosa en el aprecio al conocimiento, y queremos que sea duradera, como queremos que sea duradera el mantenimiento de la curiosidad en el saber en todos nosotros. Entonces, pues, larga vida a esta alianza. Y gracias a ustedes por su asistencia y por su atención, también a los varios cientos de personas que van a seguirnos online, que nos van a seguir en remoto durante estas semanas. Aprovecho para una indicación práctica, y es que las acreditaciones que han recibido para acceder al auditorio las conserven para las siguientes conferencias, es decir, es como su distintivo para que les va a permitir el acceso al auditorio en las otras sesiones. Y una indicación práctica más que me han pedido que les transmita, y es a quienes están utilizando los auriculares para la traducción simultánea, o lo van a utilizar, que cuando lo entreguen que sea por separado el receptor y los cables. Bien, comienza hoy la cátedra que va a regentar Bénédicte Savoy, catedrática de Historia del Arte en la Technische Universität de Berlín, cuyos trabajos sobre historia museal, procedencia y transferencia de bienes culturales, expolios de patrimonio artístico y demás destacan absolutamente en el panorama historiográfico de los últimos 20 años. Particularmente poderosa ha sido su aportación al conocimiento de la historia cultural del patrimonio artístico en la Europa napoleónica, cuando se produjeron traslados masivos de bienes culturales, bibliotecas, archivos, pinturas, esculturas, etcétera, a París, la nueva Roma, desde los 4 puntos cardinales. Sobre las campañas de expolio cultural que tuvieron lugar en Centroeuropa, su fortuna crítica y jurídica ha realizado la profesora Savoy estudios modélicos, digamos, como que han creado escuela. La cátedra va a estar dedicada, como todos ustedes saben, a los procesos de restitución de bienes artísticos que tuvieron lugar después de 1815, a la caída de Napoleón. Será una circunstancia muy afortunada poder escuchar estas lecciones en el Museo del Prado, cuya fundación se sitúa precisamente en un momento histórico determinante para la historia del patrimonio cultural, el de los procesos de reordenación en origen de tantas obras artísticas y el de los procesos también de emulación, asimismo, de la moderna institución museo como nuevo espacio para la exhibición pública del patrimonio artístico. Y es, además, una circunstancia muy afortunada que podamos escuchar estas conferencias en vecindad de una exposición recién inaugurada titulada Juramentos de papel, sobre que parte de los Modellini y dibujos de José de Madrazo en torno al juramento ciudadano. José de Madrazo podríamos decir que es el más davidiano y, permítanme la libertad, el más napoleónico, ¿no?, de los artistas españoles. Bien, el traslado masivo de obras artísticas a París durante el consulado de Napoleón y el Primer Imperio es un anuncio de procesos posteriores de traslado de patrimonio artístico de toda procedencia de los 5 continentes y en importantísimo número. En España, los movimientos de obras habidos en aquellos años y la importante destrucción de patrimonio que se produjo fueron el anuncio de muchos otros movimientos y pérdidas que sobrevinieron después. Pero también la lección
para que se creara el Museo del Prado, cuya historia desde 1819 hasta hoy ha estado expresamente ligada a la protección del patrimonio cultural en nuestro país. Al tratar el tema de las restituciones de obras que habían venido incorporándose al Musée Napoléon, el Louvre redenominado Musée Napoléon durante el Primer Imperio, nos vamos a remontar más de 200 años atrás, pero nos va a tocar muy cerca. Y nos va a tocar también imaginar este entorno, nuestro vecindario, en 1815 como un paisaje en ruinas, un paisaje arrasado. Gracias a la profesora Bénédicte Savoy por prestarnos su conocimiento y concedernos esta oportunidad de reflexión que se inicia hoy. Las conferencias de la cátedra se completan con un seminario que está programado los viernes en este mes, dirigido también por la profesora Savoy a un pequeño grupo de estudiantes que aprenderá de ella métodos y capacidad analítica en el trabajo historiográfico. El lunes 18 de este mes, por la tarde, hemos programado también un coloquio en el que intervendrá la profesora Savoy y 3 discípulos suyos, Sebastián Willert, Matilde Cartolari, Íñigo Salto Santamaría, para analizar y contrastar diversos casos históricos de interés para la historiografía cultural del patrimonio sujeto, digamos, a movilidad. La inscripción para asistir a ese coloquio, sea para asistir online o sea presencialmente, permanecerá abierta aún los próximos días, creo que hasta el lunes. Finalmente, hemos querido reforzar el interés de la línea de investigación señalada por la cátedra, previendo la programación de un simposio internacional en el otoño de 2025, el año que viene, dedicado específicamente a las políticas culturales y patrimoniales en la España napoleónica, es decir, el caso español más específicamente. También en el mes de febrero, o sea, ya pronto, está previsto un ciclo de conferencias sobre el dibujo davidiano en España, en Italia, por supuesto en Francia, digamos, señalando ese eje o doble eje Madrid, Roma, París, o ese triángulo, ¿no? Con los vértices París, Roma, Madrid, a propósito del dibujo, que es un contexto, en el contexto que vamos a tratar, pues afecta absolutamente para considerar la cultura del momento. Y más allá promoveremos en el 2026 un encuentro científico sobre temas afines a los de digamos, la movilidad del patrimonio forzado por circunstancias bélicas, expolios y demás. Pues la Cátedra del Prado busca, a la par que la muy valiosa atención de todos ustedes y la alegre celebración de estas conferencias y de estos encuentros, también una incidencia en la investigación y en el debate académico para la consecución de nuevos estudios. Gracias por su interés. Monsieur le Président du Musée du Prado, Monsieur le Directeur, Messieurs et Mesdames de la Fondation Notariado, cher Javier, merci pour cette introduction. Chère équipe du Prado qui m'accueille avec tant de gentillesse, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants. C'est un grand privilège pour moi, une grande joie, mais aussi une responsabilité d'être cet automne sur la chaire du Prado. Un grand merci pour cette invitation prestigieuse et généreuse
que je prends très au sérieux. La série des 4 conférences que je me propose de donner tous les jeudis à partir d'aujourd'hui s'intitule en français « Restitution des biens spoliés, 1815, le démantèlement du Louvre et la renaissance des musées en Europe ». Et puisqu'il sera question du Louvre et de l'Europe, je vous propose de nous transporter ensemble à Paris. Nous sommes en 2015. Об этом городе я в последнее время думаю часто, ведь здесь где-то Лувр. Где же Лувр? Не вижу. Alexandre, nous sommes prêts. Alexandre, on est prêt. Так что, вы уже включили камеру? Тогда поехали. Peut-être que certains d'entre vous l'auront reconnu. Il s'agit le début d'un film russe, sous-titré en espagnol, qui se passe à Paris et bientôt qui va thématiser l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Un film très européen, donc, du réalisateur Alexander Sokourov, très connu pour son amour des musées et pour les différents films qu'il leur a consacrés, comme le film sur l'Ermitage, que peut-être l'un ou l'autre d'entre vous ont vu, qui est spectaculaire parce qu'il est filmé d'un seul mouvement de caméra. Dans ce film-ci, très vite, apparaissent Napoléon et Marianne, l'allégorie de la République française. On les voit ici, tournant le dos, peut-être que vous le distinguez derrière, tournant le dos au grand tableau Les Noces de Cana de Véronèse, saisi par les troupes françaises en 1797. Ils tournent le dos aux Noces de Cana parce qu'ils regardent la Joconde. Et bizarrement, ce film, qui est pourtant consacré à la période nazie en France, fait surgir Napoléon et Marianne au Louvre. On voit ici l'allégorie de Marianne, l'actrice qui est comme en train de sortir du tableau Les Noces de Cana de Véronèse, saisi à Venise en 1797. Car en effet, l'histoire du Louvre est intimement, physiquement, avec son cœur lié au moment de la Révolution française et de l'Empire, comme l'a rappelé Ravière dans son excellente introduction. Merci beaucoup. En effet, la France révolutionnaire, à partir de 1794, va confisquer, dans toutes les régions qui sont soumises à ses armées, va confisquer des œuvres qu'on appelle à l'époque des œuvres d'art et de sciences, c'est-à-dire des tableaux, des sculptures, des manuscrits, des livres rares, mais aussi des collections d'histoire naturelle, des archives, etc. L'idée, la doctrine qui se cache derrière cette grande spoliation du continent européen a été reconstituée par Édouard Pommier à la fin des années, au début des années 1990. Et cette doctrine, qu'on pourrait qualifier de perverse, en tout cas de osée, prétend que l'art est un produit de la liberté et que par conséquent, il faut ramener l'art au pays de la liberté, la France. Avec cette doctrine, la France va confisquer dans presque toutes les régions d'Europe des quantités impressionnantes d'œuvres d'art. Des centaines, des milliers. On ne parle pas de 26 pièces, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais vraiment de très très grandes collections. Au Royaume des Pays-Bas, à partir de 1794, puis à partir de 1796 sur la péninsule italienne, puis dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, en Autriche, dans le nord de l'Allemagne, en Prusse, en Hesse, dans le Brunswick, à Schwerin, en Espagne, comme vous le savez bien, et en Toscane. Et toutes ces régions dépossédées, toutes ces régions spoliées qui ont été occupées par la France, qui pour certaines ont été
intégré dans l'Empire français en 1814 et 1815, lorsque Napoléon est chassé d'Europe, vont essayer, et pour certaines réussir très bien, à récupérer leur patrimoine. Les 4 séances que nous allons passer ensemble s'intitulent « Reprendre », c'est la séance d'aujourd'hui, « Justice et loi », ce sera la semaine prochaine, « Universalisme pour qui ?» point d'interrogation, il manque ici, et enfin « Reconnexion » ou « Reconnexion patrimoniale ». Mais avant de commencer le premier bloc, le premier moment de cette histoire commune qui va nous conduire tout à travers le mois de novembre, je voudrais revenir en quelques mots sur mon propre parcours universitaire et sur la raison qui a fait que je me suis intéressée à ces questions. Nous sommes à Berlin à la fin des années 90, j'ai fini mes études, je veux être caméraman, en allemand on dirait Kamerafrau, et j'ai un petit job d'étudiant qui me fait passer tous les jours, enfin d'étudiant, je ne suis plus étudiante, donc un petit job tout court, qui me fait passer tous les jours en vélo sous la porte de Brandebourg. La porte de Brandebourg est couronnée, comme vous le savez, comme vous le voyez ici, d'un quadrige de 4 chevaux, qui sont une œuvre du sculpteur Johann Gottfried Schadow. Et à l'époque, j'ignore complètement, je ne sais pas, que Napoléon et son directeur des arts, Dominique Vivant-Denon, ont emporté le quadrige à Paris en 1807. Non seulement je ne sais pas ça, mais je ne sais même pas que Napoléon est venu à Berlin en 1807. Et d'ailleurs, j'ignore presque tout de Napoléon, comme tous les Français de ma génération, puisque Napoléon, à l'époque, n'est pas enseigné à l'école. On parle seulement de Bonaparte, de la bonne période, et quand il devient dictateur, on n'en parle plus. À cette époque, avec mon job, j'ai la mission d'aller chercher à Paris, pour un journaliste qui écrit l'histoire de la porte de Brandebourg, d'aller chercher à Paris, dans les archives, des informations sur ce quadrige. Je ne suis jamais allée aux archives et la chance, le bonheur fait que je rencontre à ce moment-là, et c'est un hasard, toute une équipe de historiens de l'art, historiens des livres, historiens des archives et historiennes qui sont en train de préparer une exposition sur les débuts du Louvre, du musée Napoléon, sur Dominique Vivant-Denon. Peut-être que vous reconnaissez l'un ou l'autre. Ils sont en train, donc, on est à la fin des années 90, de préparer cette exposition sur Dominique Vivant-Denon, l'œil de Napoléon, le premier directeur et le grand spoliateur du Louvre. Et ces personnes, ces collègues, sont le président du Louvre, Pierre Rosenberg, celui qui, à l'époque, s'occupe des antiquités au Louvre, Jean-Luc Martinez, Isabelle Lemann de Chermont, qui est devenue ensuite la directrice des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, Marie-Anne Dupuis, Gilles Pécou, que vous voyez tout à fait à gauche, qui est devenu le président actuel de la Bibliothèque nationale de France, Daniela Gallo, etc. Toute cette équipe, qui est un peu plus jeune que sur cette photo, et moi-même, qui suis vraiment franchement plus jeune, et à ce moment de l'histoire des musées, très motivé par l'idée d'être transparent sur les débuts du Louvre, de raconter toutes les spoliations françaises. C'est un moment où Isabelle Lemann de Chermont travaille aussi sur les spoliations des nazis et la restitution aux biens juifs. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur ces questions à l'époque, et je tombe dans cette équipe et je décide directement d'arrêter ma carrière de caméraman, de caméra-frau, et de faire une thèse, puisqu'ils m'ont associé à ce travail. J'étais responsable des opérations napoléoniennes en Allemagne, et dans les années qui suivent, j'ai publié une thèse sur le sujet, donc sur les spoliations pratiquées par Napoléon en Allemagne, qui s'appelait « Patrimoine annexé ». J'ai eu la chance de pouvoir faire une exposition qui s'appelait « Napoléon et l'Europe, Traum und Trauma », le rêve et la blessure. Et j'ai continué pendant quelques années à m'intéresser à l'histoire des musées allemands avant qu'ils soient démantelés, vidés par les Français. Et progressivement, là on est dans les années 2010 à peu près, progressivement, ces travaux débouchent sur un plus grand travail d'équipe à l'université de Berlin où je travaille, plus général, plus théorique, sur ce que nous appelons les translocations, les déplacements
d'œuvres d'art dans des circonstances de l'histoire asymétriques, occupation, guerre, conquête, colonialisme. Puis, nous nous intéressons aussi en équipe aux spoliations nazies en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et progressivement, Napoléon s'estompe et c'est l'Afrique et les questions coloniales françaises, allemandes qui prennent sa place avec différents projets comme celui-ci, The Restitution of Knowledge, qui était consacré aux informations qu'on trouve dans les musées ethnologiques et que nous avons mené avec l'Université de Oxford, Repertory of Colonial Plunder, que nous sommes en train de mener en ce moment sur les spoliations ou les pillages pratiqués par l'armée allemande dans ces colonies africaines, Reconnecting Objects, ou encore l'Atlas de l'absence, sur l'absence du patrimoine camerounais au Cameroun et sa présence massive, 40 000 pièces, en Allemagne. Donc vous voyez, entre la fin des années 90 et maintenant, j'ai fait un grand voyage qui a changé ma vie. C'est une recherche transformative. Je ne suis plus la même personne. Mais votre invitation, Javier et toute l'équipe du Prado, à revenir sur cette période de restitution séminale, cette matrice des années 1815, m'a beaucoup excitée. C'est comme de revenir à la maison avec plein de nouvelles expériences. Entre-temps, pendant que ces travaux universitaires étaient en cours à Berlin, j'ai eu la chance extraordinaire, je dois dire, pour une historienne, d'être attirée, happée par la politique, puisque Emmanuel Macron, en 2018, m'a confié, ainsi qu'à mon collègue Felwine Sarr, que vous voyez sur la gauche, vous voyez Emmanuel Macron ici, au milieu Franck Riester, le ministre de la Culture en 2018, nous a confié la tâche d'écrire un rapport sur la manière dont la France pourrait restituer les patrimoines volés ou que la France s'est approprié pendant la période coloniale sur le continent africain. Ce travail a eu des suites immédiates, pratiquement. À la suite de notre rapport, la République du Bénin, ce tout petit pays à l'ouest de l'Afrique, a été, et c'était un événement historique, le premier à récupérer 2,5 tonnes de son patrimoine d'une ancienne puissance coloniale, ce qui a induit d'autres mouvements en Europe, comme, vous voyez ici, l'arrivée de ces 2,5 tonnes de statues royales, les trésors royaux du Bénin à la République du Bénin. Et cette dynamique a eu des suites. Il ne se passe plus un mois actuellement sans qu'un pays d'Afrique récupère des choses. La course a continué après la France qui a rendu au Bénin avec le Nigeria qui a récupéré des biens pillés par les Anglais, mais les a récupérés de l'Allemagne. Et on peut dire qu'entre la France et l'Allemagne et la Belgique et la Suisse qui sont venus s'ajouter, on assiste aujourd'hui à une espèce de Jeux olympiques de la restitution, avec une course pour être le meilleur restituteur après avoir été le plus grand colonisateur, ce qui est très intéressant comme dynamique. Même les musées américains sont maintenant dans le coup. Cette année, en 2024, le musée de UCLA à Los Angeles, de l'université, le Fowler Museum, a rendu des pièces très précieuses au peuple Ashanti au Ghana. Même les pays qui ne sont pas impliqués totalement sur le continent africain dans l'épisode colonial, ou moins que la Belgique, la France ou le UK, la Grande-Bretagne, des pays comme l'Espagne suivent de très près ces évolutions. Et récemment, un reportage dans El País faisait le point sur les différents pays africains qui réclament ou qui ont récupéré des pièces. Donc, revenir en 1814 et 1815 aujourd'hui, ça fait sens, puisqu'aujourd'hui, on est dans un moment de changement de paradigme après des dizaines d'années, un demi-siècle de déni colonial, de non, nous ne restituerons pas. On est entré depuis 2 ou 3, 4 ans dans une période où les restitutions se font. Or, si on s'intéresse à l'histoire comme une science pour le futur, c'est-à-dire une science qui nous donne des bons conseils pour ne pas faire d'erreurs pour la suite, il est très important de connaître ces deux débats, 1814-1815, qui nous en apprennent beaucoup sur la situation actuelle. Pourquoi ils nous en apprennent tant ? D'abord parce qu'ils ont été menés dans tous les pays d'Europe. La discussion sur les restitutions de 1814-1815, c'est un événement médiatique
mondiale. Tout le monde en parle, la presse, la politique, les diplomates, les artistes, les gens de musée. Et les gens qui en parlent sont des gens de très haut niveau. Je vous en montre ici quelques-uns. Peut-être que vous avez reconnu l'un ou l'autre. Goethe, Alexander von Humboldt, Dominique Vivant-Denon, déjà cité, Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, des contes des frères Grimm, l'écrivain Stendhal, le sculpteur Antonio Canova, Carlo Fea. Toute l'intelligentsia des années 1815 dit quelque chose, et non seulement le dit, mais encore l'écrit. On a une foule de textes, on a des centaines et des centaines de pages très intelligentes, écrites par des esprits très brillants sur cette question en 1814 et 1815. Et vous voyez ici que ces textes sont aussi dans toutes les langues. Lo spettatore, je crois que c'est Romano, s'intéresse à la question. On a un texte juste à côté que j'ai pris dans un journal en langue russe. Au milieu, une lettre manuscrite qui vient des archives d'ici, espagnoles, le Rheinischer Merkur allemand, les observations d'un Français. Ce ne sont que quelques exemples pour vous montrer la polyphonie de ce débat, un débat qui ne mène pas les Allemands, les Français, ou les Allemands, les Anglais, etc., contre les Français, mais qui se passe dans des lignes de partage bien différentes et très, très intéressantes à comprendre. Même quelques femmes écrivent, et les femmes ont toujours un avis très intéressant sur les restitutions. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, on me demandait récemment pourquoi je travaillais sur Napoléon, puisque c'est un sujet d'homme, et j'ai pu répondre, oui, mais les restitutions, c'est plutôt un sujet de femmes. Comme ça, tranquille. Même aux États-Unis à l'époque, même aux États-Unis, dans cette revue new-yorkaise, vous voyez qu'on parle de ce qui se passe à Paris en septembre 1915 et qu'on évoque le démantèlement, le vidage, la faim, la mort, l'agonie, la destruction totale, avec beaucoup de points d'interrogation, du Louvre. La bonne nouvelle, c'est que les musées, quand ils restituent, ne meurent pas. Et on le voit bien avec le Louvre. Non seulement on a des esprits très intelligents, des grands nombres de textes très intéressants sur ces questions, mais on a aussi une iconographie, des images extrêmement riches et de différents points de vue aussi. Vous voyez à gauche une aquarelle d'un dessinateur pragois, tchèque, qui était né à Prague, qui représente des Cosaques russes en 1814 en train de regarder l'Apollon du Belvédère des collections du Vatican à Paris. On reviendra sur ces images et ces textes. Aujourd'hui, il s'agit simplement de vous donner un feeling, un sentiment d'ensemble sur ces questions. De l'autre côté, ici, vous voyez une caricature d'un artiste français pleurant les chances de la guerre, l'artiste totalement dépressif, déprimé. On voit, il tient un mouchoir, là, il pleure beaucoup dans son mouchoir, puisque derrière lui sont en train de partir le groupe du Laocoon sur un chariot, l'Apollon du Belvédère, et puis la transfiguration de Raphaël qu'il était en train de copier et en train de partir aussi. Donc sa vie est foutue, c'est fini pour lui. Version française, version russe si on veut, et nous avons aussi un grand nombre, une iconographie très riche au moment des retours, au moment des reprises, au moment concret où les œuvres que vous voyez ici arriver à Anvers emballées dans des très très grandes caisses, il s'agit des grands Rubens qui sont en train de retourner ici à Anvers, là encore des fêtes, de la musique et des feuilles commémoratives de ces événements nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale autour de ces 2 courtes années. Ce qui est très intéressant dans les cas de restitution, c'est que normalement, on a toujours une phase de réclamation. Par exemple, quand les pays africains sont devenus indépendants dans les années 60, ils ont commencé très vite à demander. Et souvent, les restitutions arrivent très longtemps après, comme aujourd'hui. Réclamation autour de 1960, restitution autour de 2020. Là, ce qui est intéressant, c'est que les deux se passent en même temps, vous le verrez. Texte, image, même de la musique, vous voyez ici un progetto per la musica da eseguirsi in occasione dell'esposizione dei monumenti di belle arti ritornati da Parigi. Donc, si on cherchait encore plus dans les archives, on trouverait des opéras, des chants, etc. Voilà la raison pour laquelle c'est intéressant et peut-être même important
de revenir en arrière avec les questions qui nous occupent aujourd'hui. Car le débat de cette époque pose beaucoup des questions qui sont encore les nôtres. On n'est plus au XVIIIe siècle, on est dans une nouvelle logique déjà moderne, avec des États modernes, des institutions, les musées nationaux qui ressemblent en grande partie à ceux qu'on a aujourd'hui. Les questions qui se posent, celles de l'accès au musée, accès pour tout le monde, accès seulement pour des privilégiés, la question du danger qu'on fait courir aux œuvres quand on les déplace trop. Beaucoup de questions sont déjà là, et surtout les questions morales, éthiques et juridiques. Donc j'en arrive à mon premier ensemble maintenant, qui est articulé en 3 volets, et vous voyez, c'est très amusant. Hop, si on fait glisser « reprendre », on a « rendre ». Alors, ce n'est pas de la très bonne étymologie, parce que « reprendre », c'est « reprendre »,« récupérer ». Mais enfin, PowerPoint permet de faire voir aussi la perspective de celui qui doit rendre. Et toutes ces questions, tout le vocabulaire, toute la terminologie est importante dans ces questions, parce que toujours on a une perspective encapsulée. Si vous parlez de restitution, vous êtes celui qui rend. Mais quand vous êtes celui qui a été dépossédé, vous allez parler de reconquête, reprise, récupération. Et toutes ces perspectives-là valent encore aujourd'hui. Si vous êtes en Afrique, au Cameroun, personne ne vous parlera de restitution. Ils vont tous parler de récupération, évidemment. Alors, ce que je vais évoquer aujourd'hui, en introduction, on le développera ensuite dans les autres conférences, est articulé en 3 petits tiroirs qui s'intitulent premièrement, 2 temps. J'ai déjà un petit peu dit ce que j'entendais par là. Deuxièmement, obstruction. On pourrait appeler ça aussi résistance. On va essayer de voir comment les musées, ou le musée, le Louvre, réagissent quand on leur demande de restituer des biens. Et puis, 3e petit volet, empire et musée. 2 temps. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est très intéressant en 1814 et 1815 d'avoir en fait le même débat qui aboutit à 2 conclusions totalement différentes. En 1814, la communauté internationale va dire non, on ne restitue pas, on restitue les choses mineures, mais on garde le Louvre, et c'est très bien ainsi. Et en 1815, les mêmes personnes, les mêmes organes de presse, les mêmes acteurs, actrices vont dire « il faut restituer, il faut absolument restituer ». Et c'est ce mouvement qui nous intéresse. Ce qui est très important aussi, y compris dans le débat africain qu'on a aujourd'hui, c'est de se souvenir toujours que les pays, les villes, les communautés, les villages, les États dépossédés n'oublient jamais, jamais, jamais les dépossessions culturelles. Il y a une mémoire longue de ce type de dépossession, et généralement, les réclamations arrivent dès le moment de la dépossession. Je vous montre un exemple ici. Il s'agit du martyr, d'une représentation du tableau de Rubens, le martyr de Saint-Pierre, qui a été peint pour une église de Cologne, en Allemagne. Il est présenté actuellement sous cette forme-là. Et en 1794, il avait été emporté à Paris avec beaucoup d'autres Rubens de la même région. Et la ville de Cologne devient une ville française. Elle devient un département français. Donc, c'est très difficile de dire « rendez-nous ça, vous nous l'avez volé », puisqu'on fait partie désormais de la France. Pourtant, on trouve dans les archives, à Paris et à Cologne, de nombreuses lettres qui, très vite, vous voyez ici, on est en l'an 10. L'an 10, c'est à peu près 1802, c'est-à-dire 6 ans ou 7 ans après le départ de ce tableau très important pour la ville de Cologne. Rubens l'avait peint pour cette église. On voit les gens de Cologne qui écrivent déjà une longue réclamation à Paris en disant « ce tableau, ce n'est pas n'importe quel Rubens, c'est notre Rubens. Il est très important pour notre identité de ville, identité urbaine, pour notre communauté religieuse. On comprend beaucoup, on comprend très bien que vous gardiez beaucoup de choses à nous à Paris, mais ça, non. Ça, il faut qu'on le récupère. » Des demandes comme ça, vous en avez plein, qui viennent de Cologne, qui viennent d'Italie, qui viennent de partout, et qui s'empilent dans les archives françaises sans réponse. Tant que l'Empire français est l'Empire français, tant qu'il a la force, le pouvoir, il ne répond pas aux demandes de restitution. Je vous montre un autre exemple qui concerne les collections du Vatican, donc le Stato Pontificio. Ici, vous voyez
un échange, vous allez voir dans un instant, un échange entre le nonce apostolique Severoli, qui se trouvait à Vienne, et l'évêque Consalvi, qui s'occupe des affaires du pape et qui s'écrivent, donc il s'occupe des États pontificaux qui sont intégrés dans l'État français. Et pendant les années françaises, Severoli rappelle que pendant très longtemps, io ho dall'anno 9 sin qui chiesto sempre tutto e anche, per così esprimermi, le scope di casa, voglio dire i quadri, le statue, etc. Depuis l'an 9, alors ça veut dire depuis les années 1800, 1801, lui aussi essaye de récupérer ce que l'État pontifical a perdu. Ces essais-là, ils font flop, ils tombent à l'eau, ils ne servent à rien. Il faut attendre la défaite de l'Empire napoléonien, l'écroulement de l'Empire, la fin de l'Empire, l'entrée des troupes alliées à Paris le 31 mars 1814. Vous voyez ici l'entrée des troupes du tsar russe Alexandre, ici l'entrée des troupes de Seine Majesté des Kaisers Franz I, c'est l'empereur d'Autriche. Vous voyez ici un peu mal fait sur une médaille ratée, den Einzug in Paris des Prussiens. Ces armées arrivent à Paris le 31 mars 1814, après avoir vaincu Napoléon depuis la bataille de Leipzig. Depuis 6 mois à peu près, il y a une guerre très meurtrière qui permet aux Alliés de chasser Napoléon. Et Napoléon va finir par abdiquer, comme vous savez, le 11 avril 1814. C'est la première abdication de Napoléon. Et pour tous ceux qui ont été dépossédés, c'est le moment. Tous ceux qui ont essayé avant sans réussir du tout à obtenir quelque chose se disent, puisqu'on a vaincu la France, puisque l'Empire s'écroule, on va inscrire dans le traité de paix la récupération de nos œuvres d'art. Les premiers à agir, d'ailleurs, les plus rapides, et la presse en rend compte tout de suite, on est le 14 mai 1814 dans le journal des débats, les premiers à agir, c'est vous, c'est l'Espagne, c'est Madrid, avec, dès le 20 avril, c'est-à-dire à peu près une semaine avant l'abdication de Napoléon, ce message qui est reproduit dans la presse, n'est-ce pas? Dans la séance des Cortes du 16 avril, le Seigneur Rey a proposé d'envoyer un commissaire en France chargé de reconnaître à Bordeaux et même dans les musées de Paris les objets appartenant à la littérature et aux arts qui ont été enlevés à l'Espagne et d'en demander la restitution afin de les replacer à l'Escurial et dans les autres palais ou églises auxquels ils appartenaient. Donc très vite, les pays s'organisent à partir du moment où Napoléon est parti pour envoyer des commissaires, envoyer des listes, essayer de récupérer. À partir de ce moment-là, du mois de mars à la fin du mois de mai, arrive une phase de réclamation et de négociation. Et la phase des restitutions réelles et des retours interviendra un an après, en 1815, les deux moments étant interrompus par ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire le retour de Napoléon. Je fais ça de manière très très schématique. Si on veut s'intéresser aux chronologies fines, on peut devenir vraiment fou. Je les connais bien, donc là j'ai vraiment simplifié beaucoup la chronologie. Et je vous donne une idée générale, et puis on rentrera un petit peu plus dans les détails lors des conférences suivantes. En gros, pendant la première période, tout le monde essaye de récupérer. Beaucoup de commissaires arrivent à Paris, beaucoup de listes sont échangées, mais rien ne se passe. Et quelques jours après, rien n'est écrit dans le traité de paix, on en parlera la semaine prochaine, dans le traité de paix de Paris. Et quelques jours après le traité de paix, le roi de France, qui a été mis à la place de Napoléon, Louis XVIII, déclare à l'Assemblée: la gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte, les monuments de leur valeur subsistent et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. Tout le monde a essayé de récupérer, mais la négociation s'est faite de telle sorte qu'on n'en parle pas dans le traité de paix et que 3 jours après, le roi peut dire « c'est bon, on garde ». Et après, en revanche, en 1815, avec un changement d'ambiance
très fort après les 100 jours, c'est-à-dire après Waterloo, après avoir chassé Napoléon une deuxième fois. La première fois, on l'avait envoyé à l'île d'Elbe. La deuxième fois, on va l'envoyer à Sainte-Hélène pour qu'il ne revienne pas. La deuxième fois, le roi va donner l'ordre au musée de ne céder qu'à la violence. Et c'est grâce à la violence, grâce aux armes, que les œuvres vont pouvoir être restituées. Ça, c'est le grand cadre. Si on veut entrer dans les détails, il y a une très riche bibliographie désormais qui a été beaucoup enrichie au moment des bicentenaires, le bicentenaire de 1815 en 2015, le bicentenaire de 2014 aussi, et notamment cette publication, si vous vous intéressez en particulier au contexte espagnol, Patrimonio en Conflicto, extrêmement riche, et d'ailleurs un très beau livre qu'on a bien en main sur ces questions, mais en fait tous les États de la Toscane à Rome, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, ont consacré ces dernières années des études très précises sur la question qui permettent de bien reconstituer les enjeux locaux, nationaux, internationaux liés à ces questions. Parmi ces sources, parmi ces travaux, on a beaucoup de correspondances qui permettent d'aller au plus près des problèmes que rencontrent les requéreurs, qui rencontrent beaucoup de problèmes, mais on a aussi des journaux de voyage, des commissaires, des personnes qui sont envoyées à Paris pour récupérer le patrimoine. Pourquoi elles sont envoyées à Paris pour récupérer le patrimoine? Parce que, et c'est toujours le cas aujourd'hui quand on pense aux Africains, à nos collègues africains, l'information est difficile à obtenir. C'est-à-dire que si vous êtes à Berlin, Braunschweig, Schwerin, ça va être très difficile de savoir où sont les choses que vous réclamez et ce que vous réclamez. Donc, l'envoi de ces commissaires va servir à les faire aller dans les musées, espère-t-il. Et on a un journal de voyage écrit en français par un des commissaires qui venait de Berlin, Jean-Henri, et son nom, un nom très français, qui fait partie de la communauté protestante française de Berlin, directeur de musée, qui va écrire tout ce qu'il fait à Paris pour récupérer les œuvres en 1814. J'ai un extrait ici qui est traduit par ChatGPT en espagnol, mais mieux, I have an automated voice. J'ai dit à ChatGPT de lire la version espagnole. Attention. Junio 1814, lunes. Visita a Visconti, quien parece haberse enfriado. Luego a casa de Milin, que ahora defiende con fervor y 1000 sofismas la conservación de los robos. 15 de junio, miércoles. Conozco al orientalista Langlais. Habló mucho y mostró poco. Nos remite al lunes, 20 de junio. Lunes. Langlais se había olvidado de nosotros y parecía frío como el hielo. 30 de junio, jueves. Primera visita a Denon, muy frío y reservado. 5 de julio, martes. En casa de Denon, algo descongelado, quien nos habla de Egipto. 13 de julio, miércoles. En el Museo de Medallas y Antigüedades, para hablar con Mionet, quien, frío y distante, me remite sobre las reclamaciones de las imperiales de bronce y las bracteatas a Dacier y Gosselin, los directores. En casa de Dacier, un anciano encantador, muy animado, siempre hablando. Me entretuvo durante 1 hora sin tocar mis asuntos. Cuando finalmente pude llevar la conversación a mi tema, declamó contra Denon, y siempre esquivó darme consejos o prometerme órdenes de entrega. De allí a casa de Gosselin, quien estaba a la mesa, pero me recibió igualmente, aunque fue de una cortesía repelente y habló de un modo completamente distinto a la primera vez. Luego a casa de Milton, que está todo frío. Et là, c'est le cas d'un commissaire allemand, mais on a des récits de ce genre-là pour les dizaines et les dizaines de personnes qui vont à Paris pour essayer en 1814 de récupérer ce qui leur appartient après la chute de l'Empire. Et c'est fastidieux, ils ont l'impression de perdre leur temps, de courir partout et qu'on se moque d'eux. Alors grâce aux sources, on peut très bien reconstituer le type d'obstruction que les musées font valoir pour ne pas répondre aux demandes des représentants des communautés dépossédées. D'abord, le roi donne l'ordre aux fonctionnaires des musées et des bibliothèques de faire preuve d'opposition passive, c'est-à-dire de ne rien faire quand on leur demande des informations. Par ailleurs,
ils avancent souvent l'argument de la légalité. Tout ce qui est arrivé chez nous est légal maintenant que le roi a déclaré que ça nous appartenait. Et d'ailleurs, il y a eu des traités de paix. On y reviendra la semaine prochaine. Ils retiennent les informations. Ils ont des informations sur ce qu'ils ont pris dans les différentes parts de l'Europe, mais n'en parlent pas. Ils font taire la presse. Ils ont très peur de la presse parce que la presse exerce une pression importante sur les musées. La presse internationale est plutôt favorable aux restitutions. Et puis, ils jouent de la visibilité ou de l'invisibilité des collections, tout en faisant des inversions rhétoriques, c'est-à-dire en accusant les autres d'être violents. L'Empire, qui s'est approprié toutes ces pièces, l'a fait dans une grande violence. C'était des confiscations de guerre, des trophées de guerre. Il y a eu beaucoup de pièces cassées, beaucoup de morts et d'épisodes de guerre liés à ces transports de patrimoine. Mais là, en 1815, les musées inversent la rhétorique et prétendent que les autres sont vraiment violents, symboliquement violents, physiquement violents, et qu'ils sont en fait des barbares de vouloir démanteler le Louvre. Je vais vous donner 3 exemples maintenant sur les techniques de rétention d'informations, donc qui étaient déjà à l'œuvre autour de 1815 et qu'ils sont, dans certains cas encore aujourd'hui, en tout cas en Allemagne. Des stratégies sur le jeu de visibilité et d'invisibilité des collections, et puis comment Denon insiste pour faire taire la presse. On fait un petit voyage en arrière, on est en 1810. Vous voyez Dominique Vivant-Denon là-bas, le directeur du Louvre, et l'écrivain Stendhal, qui n'est pas encore un grand écrivain, il s'appelle encore Henri Bell, et il a été chargé par un membre de sa famille qui travaille au ministère des Finances, d'obliger Denon à faire un inventaire général du musée Napoléon, de tous les trésors qui ont été rassemblés au Louvre, un inventaire qui sert à savoir combien d'argent, combien de capital réel est dans les caisses de l'État au Louvre. Il lui écrit en octobre 1810, « Monsieur, je suis passé chez vous », vous voyez en bleu la traduction en espagnol, « je suis passé chez vous pour vous soumettre le modèle ci-joint de procès-verbal. Nous pouvons décrire en une ligne un tableau quelconque, si beau et si pittoresque qu'il soit. Même la transfiguration de Raphaël. Notre travail n'aura pas la beauté pittoresque, mais il aura la beauté administrative, la clarté et la brièveté. » En fait, ici, Bell demande à Vivant-Denon de se plier à l'esprit statistique napoléonien, c'est-à-dire de faire l'inventaire dans ce cadre qui est déjà imprimé, et les colonnes ne permettent pas d'écrire plus que la taille des colonnes. Elles font chacune 7 cm. Vous voyez les rubriques, nom, numéro, nom du maître, désignation des sujets, dimension, origine, provenance, prix de l'objet, prix du cadre, emplacement actuel et observation. C'est un peu le début de la database ou de la Excel, du tableau Excel des musées. Si on feuillette cet inventaire Napoléon, une fois qu'il a été rempli, on voit que le musée Napoléon, dès 1810, a des informations très, très, très précises sur ce qu'il possède. Il sait très bien ce qu'il a et il en connaît très bien la valeur. J'ai ouvert pour vous une page de l'école espagnole, et notamment des Murillo et Muñoz. Et si on regarde la colonne de l'origine, on voit bien que ici, au musée Napoléon, on sait très bien d'où, par exemple, ce Saint-Sébastien qui a disparu depuis, d'où il vient. Vous voyez ici, envoyé par la maison du roi d'Espagne. Et le prix d'estimation de l'objet, 5 000 francs. C'est pas beaucoup. La transfiguration de Raphaël, c'est 1 million. Mais un dessin de Dürer, c'est 1 franc à l'époque. On peut faire une très belle histoire du goût avec ce document. En tout cas, la colonne origine, provenance, nous indique très bien d'où viennent les pièces et qui étaient leurs propriétaires précédents. Si on descend sur Murillo, on voit ici à propos de Sainte Élisabeth ou bien Isabelle de Hongrie. Je ne peux pas le lire parce que je n'ai pas mes lunettes, mais peut-être que vous pouvez le lire vous. Donné par son Excellence le duc de Dalmatie à Sa Majesté l'Empereur. Le duc de Dalmatie, c'est Soult. C'est un des fameux tableaux volés par Soult en Espagne.
J'ai passé quelques autres pages. Ici, si on va à Rubens, on verra aussi des origines, comme l'église des Récollets d'Anvers, en Belgique, ou l'église de Cologne, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ces musées, le musée Napoléon, a toute l'information de manière très précise. Mais comme le font remarquer les visiteurs, ce visiteur-là s'appelle Ludwig Völkel, il vient de Cassel, il dit que quand on est dans les salles, quand on a les catalogues, on n'apprend rien sur la provenance. On ne sait jamais d'où viennent les choses. Il écrit en allemand, et j'ai mis la traduction en espagnol en dessous, « Manches unbekannte oder nicht genug gewürdigte Kunstwerk erlangte dem ihm gebührenden Ruhm in Paris, wenn auch der Ort, woher es genommen war, fast immer verschwiegen oder nicht genau angegeben wurde. » Donc il fait remarquer que le musée Napoléon n'est pas du tout transparent sur les provenances, ne dit jamais d'où viennent les choses. Verschwiegen, ça veut dire qu'on se tait sur la question, ou alors on donne des fausses informations. Et ça, évidemment, c'est une tactique du musée pour éviter les réclamations, pour éviter qu'on vienne lui demander des restitutions. Seconde tactique, très perverse, de Dominique Vivant-Denon. Vous vous souvenez tout à l'heure, le roi de France a annoncé que les œuvres appartiennent désormais à la France et qu'on ne va pas y toucher. Mais il fait une exception à l'oral, on n'a pas de trace écrite, il dit à certains, il le dit aux Espagnols, il le dit aux gens de Brunswick, il le dit aux Berlinois, aux Prussiens, il leur dit « Ok, ce qui est dans les réserves, ce qui est dans les dépôts, ce qui est invisible, on va vous le rendre. » En fait, c'est une manière de dire ce qui n'a pas de valeur, qui n'est pas exposé, on peut le rendre. Et entendant cela, Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre, va directement organiser une grande exposition pour mettre dans un état de visibilité des pièces qui étaient invisibles. Vous voyez une exposition qui ouvre le 25 juillet 1814, c'est-à-dire quelques semaines après la chute de Napoléon, qui s'appelle « Notice des tableaux des écoles primitives de l'Italie et de l'Allemagne » et de plusieurs autres tableaux de différentes écoles exposés dans le grand salon du musée royal. Ce n'est plus le musée Napoléon, c'est maintenant le musée royal. C'est-à-dire que le directeur du musée prend au mot ce que vient de dire le roi et sort beaucoup de choses des réserves. Et quand on va venir lui demander de les restituer, il va dire « Ah, bah non, c'est exposé là, on ne peut pas le rendre ». Alors ce qui est, je disais tout à l'heure que c'était pervers, j'exagère un peu, bien sûr, et c'est sans doute pas le terme à utiliser, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans cette exposition de tableaux italiens et allemands, au bout de 3 pages, on trouve des Espagnols. Ici, Ribera, avec la femme barbue, par exemple, qui est exposée donc pendant l'été 1814 à Paris, tableau célèbre et frappant de cette dame-monsieur qui allait un bébé, et longuement commenté dans le catalogue, peinture admirable, offrant aux yeux un monstre extraordinaire, avec la figure, la barbe d'un homme, il allait un enfant. Et si on continue, on va trouver au total 17 tableaux majeurs de l'école espagnole, cette décollation de l'apôtre Saint-Jacques, qui est retourné en Espagne après 1816, ou encore la célèbre adoration des bergers de Murillo, qui est ici, si je ne me trompe pas, ou encore ces très grands formats qui avaient été transportés à Paris juste avant la fin de l'Empire. Donc, avec cette stratégie de montrer ce qui n'avait pas été encore exposé, ça venait d'arriver en France, Dominique Vivant-Denon va empêcher, ou en tout cas retarder, des demandes de restitution en arguant de la visibilité de ces collections, ici pour finir à la lettre Z, Zurbarán et l'apothéose de saint Thomas d'Aquin, qui est exposée aussi à l'été 1814, au milieu de tableaux allemands et italiens avec qui ils n'ont absolument rien à voir. Ce n'est pas une exposition scientifique, c'est une exposition stratégique anti-restitution. Donc, premièrement, non-accès à l'information. Les commissaires qui sont en train de courir partout dans la ville n'arrivent pas à savoir où sont leurs objets. Deuxièmement, des choses qu'on leur a promises parce qu'elles étaient invisibles
sont tout d'un coup visibles, donc ne sont plus accessibles. Et troisièmement, je le disais, Denon va essayer beaucoup d'empêcher la presse. Il fait de la censure, il sait, et à l'heure actuelle, c'est tout à fait intéressant de l'observer encore, les musées n'aiment pas qu'on parle de restitution dans la presse, quand ça les concerne. Ils préfèrent qu'on évite le sujet. J'ai montré tout à l'heure ces pages, le journal de New York, la Gazzetta di Firenze qui est en train de parler de ce qui se passe à Paris en novembre 1815, le Rheinischer Merkur avec un article du mois d'août 1815, Die Zurücknahme der Kunst- und wissenschaftlichen Werke, la reprise des œuvres. Ce sont des articles qui font des pages entières et Dominique Vivant-Denon écrit à plusieurs reprises au gouvernement, ici au comte de Pradelles qui était le directeur de la Maison du Roi, celui qui s'occupe du Louvre à cette époque, il lui dit, là encore j'ai fait parler ChatGPT, attention. Los artículos publicados en los periódicos, a pesar de sus recriminaciones, son una prueba más de la destrucción. Yo había obtenido del ministro de Policía el compromiso de que el museo no sería mencionado en los periódicos, ni favorable ni desfavorablemente. Al parecer, el ministro no pudo cumplir su promesa. Y ayer mismo el Journal de París informaba de que el Papa había obsequiado al príncipe regente con el Apolo. Las cosas están ya tan avanzadas que tal defensa resulta inútil. Y el daño es tan grande que es mejor despertar la indignación contra quienes cometen tales actos con violencia y ultraje. Vous voyez, d'un côté, donc, il essaye d'empêcher la diffusion d'informations, il essaye d'empêcher qu'il y ait une solidarité publique en faveur des restitutions. Et au moment où il s'aperçoit qu'il n'est plus possible de retenir l'opinion publique, de retenir les journalistes, on dirait aujourd'hui par un anachronisme, eh bien il dit, eh bien, puisque c'est comme ça, on va faire entrer les journalistes et on va leur montrer ce que font les barbares qui nous dépouillent de ce que nous avions conquis. C'est un retournement vraiment rhétorique et en français on dirait c'est un peu gonflé puisque ceux qui se sont appropriés tout ça, ce sont bien en premier lieu les Français qui reprochent maintenant aux autres qu'on démonte leur Louvre. Nous reviendrons dans les séances ultérieures sur les raisons, sur l'argumentation qui fait que quelqu'un comme Dominique Vivant-Denon est contre le démantèlement. J'en arrive à ma dernière partie qui est rapide et qui s'intitule « Fin d'Empire et musée ». Mais là, bon, malheureusement, tac, on peut les voir, voilà. On peut voir ces deux beaux garçons, quelques instants dans ces portraits typiquement anglais de Lawrence. D'un côté, vous voyez le duc de Wellington, qui a joué un rôle qui était donc le plus important négociateur en 1815, après la bataille de Waterloo à Paris. Les Anglais n'ont rien perdu, ils n'ont pas été dépossédés par les Français, mais ils vont aider considérablement les autres pays. C'est grâce à eux, finalement, que la France va perdre ses collections. Et de l'autre côté, vous voyez le vicomte Castlereagh, qui, lui aussi, va jouer un rôle considérable. Et le rôle que jouent ces deux hommes, ce n'est pas un rôle de diplomate ou d'homme d'armée, mais c'est un rôle intellectuel. Et les textes qu'ils écrivent, eux, et que d'autres écrivent, sont très importants pour faire changer complètement l'ambiance entre 1814 et 1815, pour faire changer l'avis qu'on a sur ces questions. Je vais vous montrer une citation d'un texte de Castlereagh, sur lequel on pourrait discuter vraiment très longtemps, mais qui me paraît extrêmement précieuse, cette citation, pour comprendre y compris notre situation actuelle quand on pense aux restitutions postcoloniales. Il s'agit d'une note délivrée par Castlereagh au ministre des Puissances alliées à Paris le 11 septembre 1815, et ce texte a été reproduit dans toutes les langues, dans tous les journaux, directement le jour même. On dirait que c'est une note privée, mais c'est vraiment un texte public et un texte intelligent. Un de ces textes qui font plaisir à lire aujourd'hui, où on se dit, tiens, c'est intéressant, certaines idées ici peuvent nous être utiles. Ici, alors voyons si j'ai la traduction française, au milieu du texte, je l'ai, au milieu du texte, Castlereagh explique pourquoi on ne peut pas laisser des œuvres d'art dans un musée qui est dans la capitale d'un empire qui s'est écroulé. Il dit, et je dois l'avoir là aussi, voilà, en langue espagnole, ces dépouilles, c'est-à-dire ces tableaux, ces œuvres d'art qui restent au musée,
empêche une réconciliation morale entre la France et les pays qu'elle a envahis. Tant que ces objets resteront dans Paris, constituant pour ainsi dire les actes et titres des pays qui ont été abandonnés, les idées de réunir encore ces pays à la France ne seront jamais entièrement éteintes. On va voir si je l'ai ici avec la voix. Oups, non, pardon. Ce que dit Castlereagh ici, ça me paraît vraiment très, très utile et très bien. Il explique qu'une œuvre d'art, dans un musée entier... c'est dangereux là. Dans un musée, dans une capitale anciennement impériale, nous sommes à Paris, nous avons des œuvres que nous avons prises en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Égypte. Voilà. Et l'explication de Castlereagh, c'est tant que ces pièces sont là, la France, alors qu'elle a rendu ses territoires, psychologiquement, ne va pas réussir à se séparer de ces territoires. Tant que les œuvres restent à Paris, elles sont comme des titres de propriété des pays, et la France va toujours penser que l'Italie lui appartient encore un peu, l'Espagne lui appartient encore un peu, elle est encore un petit peu maître de l'Égypte et de l'Allemagne. Et c'est pour cette raison, nous dit Castlereagh, qu'il faut absolument que la France s'habitue à ce qu'elle est devenue toute petite, et pour s'habituer à n'être plus un empire, pour gérer d'une certaine manière ce traumatisme géopolitique, il faut restituer. Je trouve cette phrase très intéressante parce que quand on pense aujourd'hui à Londres avec ses collections qui viennent du monde entier, de l'Inde, du Pakistan actuel, de l'Empire ottoman, etc. Si on pense à Paris avec le Louvre, il y a toutes ces... À Berlin, avec les collections qui viennent de l'actuel Iran, de l'actuel Irak, de l'actuelle Turquie. Quand on pense de l'Afrique, bien sûr aussi, des anciennes, en Allemagne, des archipels Bismarck, etc. Quand on pense à ces musées-là, on comprend que le fait de posséder encore tout ça, et surtout en France, par exemple, c'est une manière d'être néocolonial ou de ne s'être pas vraiment séparé de ces anciennes colonies. Ça, c'est l'argument de Castlereagh. Évidemment, c'est étonnant que ce soit un argument d'un Britannique à ce moment-là, alors que les Britanniques s'apprêtent en 1815 à acquérir les frises du Parthénon et tout ce qui va arriver de Ninive, etc. Il y a une rivalité entre empires. Mais l'idée, c'est, il a très bien compris, un musée d'empire, un musée impérial, c'est une manière de dire tout ça, c'est pas symboliquement de la beauté en notre sein, c'est des souvenirs de nos territoires et c'est des souvenirs qu'on garde tant qu'on garde les objets. Ça, cette ligne-là, c'est l'une des lignes de la discussion de 1814 et 1815, comme dans un système de coordonnées, si vous voulez, qui serait une lecture territoriale des œuvres d'art. Et contre ça, on a la lecture de Dominique Vivant-Denon, et j'allais dire presque la lecture française, mais c'est pas vrai parce que Dominique Vivant-Denon, et il y a beaucoup de Français qui veulent qu'on rende à l'époque. Ils trouvent que c'est bon. On a accumulé tout ça, maintenant on peut le rendre au pays qui l'avait. Mais Dominique Vivant-Denon, qui a inventé le Louvre, qui est le premier directeur, qui est son père spirituel, vraiment lui, il est en allemand on dirait am Boden, il est par terre, il est presque mort en fait, tellement il est triste du démantèlement du Louvre. Et quelques semaines, et ce sera ma dernière citation, quelques semaines après le texte de Castlereagh, après ce moment où il est clair qu'il va falloir maintenant céder à la force et restituer, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, tout s'en va. Les collections du Vatican retournent à Rome, les collections italiennes retournent en Italie, les collections espagnoles sont en train de rentrer, etc. Il écrit un texte très rhétorique, avec beaucoup de pathos, qui s'appelle « Le précis de ce qui s'est passé au Musée Royal depuis l'entrée des Alliés à Paris ». Je vais le lire en français parce qu'il a une tonalité classique française très belle, et puis en cliquant là, on l'aura après en espagnol avec ChatGPT. Précis de ce qui s'est passé au Musée Royal depuis l'entrée des Alliés à Paris. Des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense, des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée. Il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire.
Le temps répare les maux de la guerre, des nations éparses se recomposent, mais une telle réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin, qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites, vient de s'éteindre, et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. Je passe comme ça une fois avec cette voix. Circunstancias inauditas habían erigido un inmenso monumento. Circunstancias no menos extraordinarias acaban de derribarlo. Europa tuvo que ser derrotada para construir este trofeo. Europa tuvo que reunirse para destruirlo. El tiempo cura los males de la guerra. Las naciones dispersas se reconstituyen, pero semejante reunión, semejante comparación de los esfuerzos del espíritu humano en todos los siglos, semejante cámara ardiente donde el talento era incesantemente juzgado por el talento, semejante luz, en fin, que brotaba perpetuamente de la fricción de todos los méritos, acaba de extinguirse y apagarse sin retorno. Su destrucción se ha convertido en un monumento histórico. Alors, ce qui est vraiment très intéressant pour moi ici, et ce serait l'autre axe dans le système de coordonnées, nous avons le Britannique qui dit que les œuvres d'art dans un musée sont le souvenir de la grandeur impériale et qu'il faut couper ce souvenir. Et pour Dominique Vivant-Denon, on est dans une toute autre logique, une logique plutôt énergétique. Il compare le musée à une espèce de centrale électrique qui produit de la lumière parce que tout est réuni physiquement en un lieu. Et pour produire cette lumière, on est à l'époque de la pile de Volta, pour produire cette électricité, ce frottement, on est dans une logique à la fois des lumières du XVIIIe siècle, mais aussi de la technique pour avoir de l'électricité. Pour ça, dit-il, il faut payer un prix fort, et ce prix, c'est d'écraser l'Europe. La violence, c'est le prix de l'énergie, en quelque sorte. C'est une vision difficile du musée, tout à fait. Il assume tout à fait la violence initiale. Il assume au début que les circonstances de création du Louvre sont des circonstances d'exceptionnalité totale. On a violé l'Europe, on a blessé l'Europe, on a forcé l'Europe à donner ses trésors. On a eu cette lumière contre la volonté de l'Europe, sans son consentement, et maintenant l'Europe se met ensemble pour détruire cela. Et pour moi, ce qui est important ou intéressant dans cette citation-là, qui nous accompagnera aussi dans la suite des séances, c'est de se dire, mais alors, est-ce que le musée, c'est un projet européen ? Si l'Europe est contre, si l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, si tout le monde a voulu détruire ce monument, qu'est-ce qu'on veut en fait quand on veut créer cette énergie particulière ? Où est-ce qu'on se place ? Est-ce qu'on se place dans un idéal totalement abstrait de progrès des arts, d'évolution des arts, quel que soit le prix humain à payer ? Qu'est-ce qu'on fait des humains ? Pour qui on fait cela ? Et avec cet axe-là, et on en aura un troisième dans les semaines qui viennent, un troisième axe qui parle des œuvres d'art. Là, on parle d'une machine musée, l'autre nous parlait d'un musée comme titre de propriété, et puis on aura une autre citation clé qui nous parle de l'œuvre d'art à l'intérieur du musée. Avec ça, le cadre est posé, je crois, pour toute la discussion qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour finir, un tableau que certains d'entre vous connaissent certainement, un tableau de l'année 2015 du peintre espagnol réaliste ou hyper réaliste j'avais noté son nom exact, Miguel de prénom, il faudra que je vérifie, pardonnez-moi. En tout cas, c'est un tableau qui a été beaucoup reproduit, beaucoup commenté, un tableau de 2015 qui représente le général à Laval, le général espagnol, dans la cour du Louvre, en train de récupérer les tableaux espagnols par la violence, précisément, qui met en scène cette violence. Et pour moi, ce tableau est intéressant, d'une part, parce que cette part de violence omniprésente dans la rhétorique, dans les discours, mais aussi dans la réalité des faits, est mise en scène ici d'une manière peu réaliste. On
On ne peut pas imaginer que les tableaux aient fait l'objet de scènes comme celle qu'on voit sur le groupe de gauche, avec un général qui le tient à la main tandis qu'un autre lutte contre lui. Tout ça, c'est quand même fait à l'intérieur du musée, avec des ouvriers qui étaient extrêmement soigneux. Mais ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est de voir combien, même quand les œuvres ont été restituées, et là, on parle d'une époque d'il y a 200 ans, la mémoire de cette blessure patrimoniale, de cette violence du fait de réclamer, de rien obtenir et d'être obligé d'y aller vraiment physiquement, la mémoire reste. Et je crois que c'est intéressant de comprendre que les blessures patrimoniales, en général, sont des blessures qui durent très longtemps, qui ne cicatrisent pas, et même quand on rend, finalement, le fait d'avoir été dépossédé, le fait d'avoir été privé de sa culture, reste comme un souvenir d'agression qui produit des mémoires collectives très longues. La preuve en est ce tableau. Et dans le contexte africain, où on parle maintenant de colonisations qui ont déjà presque 70, 80 ans, on est dans les mêmes logiques. Même quand des restitutions ont lieu, ça n'arrange pas du tout l'image du pays qui restitue. Le meilleur exemple étant la France. Vous vous souvenez peut-être qu'Emmanuel Macron avait essayé d'instrumentaliser la question des restitutions pour améliorer l'image de la France en Afrique. Et il a restitué, mais l'image de la France en Afrique n'est pas du tout meilleure. Au contraire, elle est pire, ce qui prouve bien que les patrimoines ne se laissent pas, les œuvres d'art, la culture, ne se laissent pas instrumentaliser, et c'est vraiment important de le savoir. Je finis là-dessus en rappelant donc le titre des prochaines conférences. La semaine prochaine, on entrera un petit peu plus dans les détails juridiques, dont la manière dont les Alliés ont réussi à ne pas parler, ou plutôt les Français, à ne pas parler des restitutions dans les traités de paix, et comment finalement des questions de morale, d'éthique, on dirait en anglais cultural justice, ont fini par l'emporter. Vous voyez derrière une caricature qui montre le Louvre la tête en bas et des Britanniques qui proposent de le transformer en prison. Je vous remercie pour votre attention.